super. Bon, donc, on va revenir là où on était. Ça va pas être évident de le faire. Je pense qu'à un autre moment, je me mettrai dans une autre pièce pour être debout. Et je sais pas, je vais essayer de trouver un micro parce que donner cours ainsi, c'est juste l'horreur pour moi. Donc, on était arrivé à quelque chose ici. Est-ce que tout le monde se souvient? Cycle moteur, slide 58. Ça va pour tout le monde? Ouais, j'ai pas le chat, donc n'hésitez pas à répondre Oui, oralement. ça va. Ok, super. Bon, donc on continue, on fait un petit rappel quand même d'où on était arrivé, ce qu'on avait vu. On était dans des cycles. Coupez vos micros, hein, sinon j'ai systématiquement un retour. Sinon ça fait beaucoup. Donc on était dans les cycles moteurs. Donc, production de travail, et on était dans des cycles à gaz. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas encore dans les vapeurs. On n'utilise pas encore à l'heure actuelle ce qu'on a vu, ou ce que vous avez lu, en tout cas, sur le chapitre précédent, sur le chapitre 6, avec les vapeurs. Donc, on était dans un cycle de Joule ou un cycle de Brighton. Normalement, vous voyez ma petite souris, la petite main à l'écran. On avait un cycle qui était composé de finalement 4 transformations. Si vous voyez la petite main ici, une compression ici entre l'état 1 et l'état 2 qui correspondait au compresseur. Si je remonte ici dans le schéma de ce qu'on pouvait avoir dans le cycle, donc voilà, vous avez votre compresseur, vous avez une compression qui est dans un premier temps supposée être adiabatique réversible, ça mange de l'air, c'est tout le temps de l'air qui passe dans le compresseur. Vous avez ensuite cette chambre de combustion où l'air va interagir. Et je me rends compte que j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Donc, c'est pas grave, je ferai une deuxième séance je ferai une séance de rattrapage pour ceux qui n'ont pas su suivre. Donc, l'air passe dans cette chambre de combustion. Il agit donc comme comburant avec le carburant. Ça passe ensuite dans une turbine. Donc, qu'est-ce qui passe dans cette turbine? C'est ce mélange d'air et de carburant qui a cramé, de kérosène. Donc, vous avez des gaz brûlés ici qui rentrent dans la turbine à haute température. Et ensuite, cette turbine va être actionnée par ces gaz brûlés. Elle va d'une part entraîner la rotation du compresseur et ce qu'il restera comme énergie, comme travail mécanique, comme puissance mécanique, soit va repasser dans un arbre ici que l'on voit ici pour produire du travail, si c'est relié par exemple à une hélice ou même à un alternateur. Et si ce n'est pas relié, comme dans un avion, à une hélice, en tout cas dans un avion en réaction, ça passera ensuite dans une cuillère ici pour accélérer finalement l'écoulement. Alors, d'un point de vue thermo, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous communiquez de l'enthalpie à votre fluide. Ici, légèrement, vous en communiquez, donc, sous forme de travail mécanique, vous en communiquez un maximum ici d'enthalpie dans la chambre de combustion sous forme calorifique, et ensuite la turbine va récupérer une partie de cette enthalpie pour la donner au compresseur, et le reste, comme je l'ai dit, le reste de cette enthalpie va passer sous forme de travail mécanique dans un arbre, en alternateur pour une hélice, et le reste ensuite va, ou la totalité, si c'est un turboréacteur, va passer ensuite dans une cuillère. OK? Donc ça, c'est ce qu'on avait. Alors, si on regarde ça dans les deux schémas ici, qui sont les schémas qu'on va réutiliser systématiquement, c'est-à-dire le diagramme PV et le diagramme TS, un diagramme ce qu'on appelle le diagramme de Clapeyron ici à gauche, donc le PV, et le diagramme TS qui est le diagramme entropique ici à droite, qu'est-ce qu'on remarque? Premièrement, on a une compression ici entre le point 1 et le point 2, donc de l'entrée du compresseur à la sortie du compresseur, compression qui est supposée être adiabatique et réversible, on dit isentropique. C'est une supposition. On verra après, quand on n'est pas adiabatique réversible, qu'est-ce qui se passe? En clair, ici, on suppose qu'on a un rendement isentropique pour ce compresseur qui est de 100%. Ensuite, on passe dans une chambre. Donc ça, on le voit au niveau du diagramme PV, et on le voit ici au niveau du diagramme TS, où on a une entropie qui reste constante et une température qui augmente. On avait justifié ces grandeurs-là lors du dernier cours théorique qu'on avait eu ensemble. C'est typiquement ce que je vous demande à l'examen. Donc je repasse dessus une fois rapidement pour essayer d'expliquer ça. Donc on a ici combien de grandeurs thermodynamiques? On en a 4, PV, TS, 4 à justifier. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau déjà directement de l'entropie? Pourquoi est-ce que cette entropie reste constante? Parce qu'on a fait la supposition, c'est l'hypothèse de départ, qu'on est dans une compression adiabatique réversible, c'est-à-dire isentropique. En clair, on n'a pas de perte mécanique dans notre système. C'est le compresseur bisounours, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de frottement. On verra comment le graphe se comporte une fois qu'on remet cette hypothèse en compte et en jeu. Alors ça, c'était pour l'entropie. Maintenant, on doit encore justifier l'augmentation de température, l'augmentation de la pression et la diminution du volume. Bien entendu, c'est
C'est un peu con parce que si on va se dire, bah, tiens, on a un compresseur, donc la pression doit augmenter, bah, là, on se fait dézinguer parce que c'est pas nécessaire. Il faut discuter ça autrement. Un compresseur, il n'est pas là pour augmenter la pression, il est là pour augmenter l'enthalpie du fluide. Alors, comment est-ce qu'on peut justifier cette évolution, par exemple PV ou T? Ben, on sait qu'on est déjà dans une transformation qui est adiabatique réversible, donc la loi PV gamma est égale à une constante s'applique. En clair, si on peut montrer que le volume diminue, c'est automatique que la pression doit augmenter. À l'inverse, si on peut montrer que la pression augmente, c'est que le volume doit diminuer. Donc, il faut qu'on puisse en démontrer l'un ou l'autre. Alors, on a aussi l'explication sur la température à donner. Vu qu'on est dans une transformation adiabatique réversible, si on se souvient un petit peu de ce qu'il y avait, alors je ne sais pas où c'est ici, voilà, donc non, c'est pas ici, il faudrait que je remonte dans le cours, allez voir les transparents qui défilent rapidement. Mais c'est pas ici, c'est dans l'autre chapitre. Donc je vais pas exploser la machine. Je vais le faire oralement. Donc ici, si vous vous souvenez, dans le cours, on a bien vu quand on a vu une transformation adiabatique irréversible, qu'est-ce qu'on pouvait dire? On pouvait dire qu'on avait le ratio P2 sur P1 qui était en lien avec T2 sur T1. En clair, que T2 sur T1 était égal à P2 sur P1 exposant gamma moins 1 sur gamma. Le T2 est bien entendu un T2 isentropique. Cette relation n'est valable que quand on est dans une transformation qui est isentropique. Cette relation qui dit que T2 sur T1 égale P2 sur P1 exposant gamma moins 1 sur gamma, elle vient d'où? Ce n'est jamais qu'un dérivatif, un dérivé de PV gamma est égal à une constante. Donc là, on sait que si on peut montrer que P2 est plus grand que P1, on aura un T2 qui est plus grand que T1. Là, on se dit, on tourne un peu en rond. Donc, il faudrait soit montrer que T2 est plus grand que T1, on aura le P2 qui est plus grand, soit que soit T2 est plus grand que T1, soit P2 est plus grand que P1. Comment est-ce qu'on peut le faire? Maintenant qu'on a tous les liens, finalement, c'est via l'enthalpie, parce que va-t-il se passer? On va avoir l'enthalpie en 2 qui sera plus grande que l'enthalpie en 1. On va justifier après. Donc H2 est plus grand que H1. Si H2 est plus grand que H1, ça veut dire que T2 est plus grand que T1, puisque l'enthalpie, c'est Cp fois T. Donc, ici, comme on a un gaz parfait, H est égal à Cp fois T. Si on parvient à montrer qu'H2 est plus grand que H1, c'est bingo, on a montré que T2 était plus grand que T1. Si T2 est plus grand que T1, c'est pas compliqué de montrer alors que P2 est plus grand que P1 par rapport à la relation qu'on a donnée. Et si P2 est plus grand que P1, c'est donc que V2 est plus petit que V1. Alors, comment est-ce qu'on peut justifier que l'enthalpie augmente? C'est tout simplement une histoire du travail mécanique, puisque ce compresseur, on aura quand même toujours le premier principe de la thermo qui est valide. Donc, on a dQ plus dW qui est égal à dU. Okay, donc, on va avoir une énergie interne qui augmente, et donc on a un travail mécanique qui lui est apporté, avec une énergie qui augmente et une température T2 qui est plus grande que T1. Donc, une enthalpie qui est plus grande. Ça revient bêtement à ça. Alors, la transformation de 2 à 3, si on repasse rapidement dedans, qu'est-ce qu'on voit ici? Oui, je fais une petite parenthèse, mais ici, pour la turbine de 3 à 4, c'est exactement la même chose que le compresseur, mais en inverse, bien entendu, puisqu'elle va céder du travail. Alors, pour la transformation de 3, qui est la chambre de combustion, on voit déjà qu'on a une transformation qui est isobare. Vous voyez que la pression P2 est la même que la pression P3. On verra quand cette hypothèse est mise en compte, qu'est-ce qui se passe. On a en réalité, dans la vraie vie, on a une érosion de la pression et on a une pression P3 qui chute un petit peu et qui vient légèrement inférieure à P2. Voilà ce que ça donne. Donc ici, on a une pression qui reste constante, on a un volume massique qui va en augmentant. Et si on regarde ici, on a de 2 à 3, une entropie qui augmente et une température qui augmente. Ce n'est pas très compliqué à justifier. Au niveau, ne serait-ce déjà que de l'entropie, vous amenez de la chaleur. Donc, amenant de la chaleur, qu'est-ce que l'on a? On a cette entropie qui va augmenter. Je rappelle que la chaleur, dès qu'il y a un apport de chaleur, il y a cette augmentation de l'entropie. Au niveau de la température, au niveau de la pression, au niveau du volume, qu'est-ce qu'on peut faire? La pression, c'est cette hypothèse. Comment est-ce qu'on pourrait justifier le reste? N'oubliez pas que vous avez ici un gaz parfait, donc PV est égal à RT. On a une pression qui reste constante. On a une température, un volume qui sont donc liés par PV est égal à RT. Il faudrait pouvoir justifier l'autre évolution. Que va-t-il se passer? C'est tout simple, on va le justifier au niveau de la température. Comment? De nouveau avec cette histoire de l'enthalpie. On va montrer que l'enthalpie en 3 est plus grande que l'enthalpie en 2, et donc que la température en 3 est plus grande que la température en 2.
Comment est-ce qu'on montre qu'il y a eu cette enthalpie? Vous pouvez très bien prendre, par exemple, cette augmentation d'enthalpie, elle vient d'où? Vous avez un dQ plus dW qui est égal à dU, que vous reliez, puisque vous avez ici un dQ qui vaut 0, il y a un apport de chaleur, il y a une énergie interne qui augmente, il y a une température qui augmente, et donc une enthalpie qui augmente. Avec cette augmentation de température, T3 qui est plus grand que T2, si vous avez PV qui est égal à RT avec P qui reste constant, si T augmente, c'est donc que V augmente, et vous avez un volume massique qui augmente. Voilà. Alors, la transformation 3-4, on l'a déjà discuté. Vous voyez qu'elle est isentropique, hein, l'entropie reste constante, on a une chute de la température due à une chute de l'enthalpie. Voilà donc, alors le 4.1, on revient au point de départ pour boucler le cycle. Je rappelle que dans le cadre d'un moteur d'avion, ce trait-là devrait être mis en fait en pointillé, puisqu'il n'y a pas réellement un cycle, hein, on ne réquisitionne pas l'air brûlé à la sortie de la turbine et à la sortie à la sortie de la tuyère pour le régénérer après. On en a foultitude autour de nous et donc on va utiliser cet air ambiant. OK? Donc ça, on a refait le point sur ces diagrammes PV et sur ces diagrammes TS. On va voir maintenant au niveau de l'efficacité, on va continuer dans les transparents. Je pense qu'on est arrivé quelque part ici. C'est pour vous remettre un peu le pied à l'étrier, pour être sûr qu'on redémarre sur de bonnes bases. Et pour pas aller trop vite non plus, pour pas vous secouer trop dans cette période-ci. Alors, qu'est-ce qu'on avait défini? On avait reparlé de l'efficacité. Je m'arrête 2 secondes. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ça d'abord? Parce que c'est pas évident hein, en synchrone. N'hésitez pas à brancher votre micro, celui qui a une question à poser. Pas de questions? Super. Bon, l'avantage du truc, c'est que je peux fumer en donnant en cours, c'est plutôt agréable. Alors, l'efficacité. Qu'est-ce que c'est l'efficacité? On l'a déjà défini. L'efficacité thermique, c'est toujours l'effet utile sur l'effet coûteux. Quel est l'effet? Donc, c'est utile au niveau mécanique et coûteux au niveau thermique, bien entendu. Quel est l'effet coûteux? C'est là où on donne des dollars, c'est là où on paye quelque chose. Où est-ce qu'on a payé? On a payé en énergie calorifique. Et cette énergie calorifique, c'était donc entre le point 2 et le point 3, c'est-à-dire au niveau de la chambre de combustion. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a H3 moins H2, l'enthalpie en sortie de la chambre de combustion, moins l'enthalpie en entrée de la chambre de combustion. Qu'est-ce qu'on a comme effet utile? Donc l'effet utile, c'est ce qu'on va récupérer mécaniquement. En brut, on a H3 moins H4, c'est tout ce qu'on a réussi à produire à la turbine. On avait une enthalpie en entrée de turbine H3, plus grande que l'enthalpie en sortie de turbine H4, H3 moins H4, c'est ce que la turbine finalement a fourni en brut. Et ce brut qui a été fourni par la turbine, où passe-t-il? Il passe d'une part au niveau du compresseur, on se sépare de cette énergie que la turbine a produite pour actionner le compresseur, c'est le H2 moins H1, donc H3 moins H4 moins H2 moins H1, c'est ce que l'on aura comme effet utile, c'est ce qui nous reste, soit qui passera dans l'arbre, si le but c'est de faire tourner un alternateur, soit qui passera au niveau de la tuyère. Donc ça c'est le net H3 moins H4 moins H2 moins H1. Si on remet tout ça, si on split les deux termes ici, on a du H3 moins H2 qui devient, sur H3 moins H2 qui devient 1, ici, puis on a le moins H4 qui est ici, et puis moins H1 qui est ici sur H3 moins H2. Voilà une définition de l'efficacité thermique. On peut aller bien entendu plus loin dans cette définition de l'efficacité thermique, puisque cette enthalpie, on va pouvoir la transformer, son expression, en Cp fois T. C'est ce qu'on a au transparent suivant. Vous voyez qu'ici, l'enthalpie, on a pris H4 et on a mis CPT4, H1 on a mis CPT1, H3 CPT3, H2 CPT2. Dans un premier temps, j'ai mis ici des CP en station 4, des CP en station 1, des CP en station 3 et des CP en station 2, parce que ce sont toutes des stations différentes où les CP normalement sont différents. On a un CP de l'air à l'entrée du compresseur qui est différent du CP de l'air en sortie du compresseur. Pourquoi? Tout simplement parce que le CP, je rappelle que c'est une variable thermodynamique, il est fonction de la pression et de la température. Et en 1 et en 2, on n'est pas à la même fonction et même température. Donc déjà ici, à ce niveau-ci, il y a déjà normalement 2 CP différents. Idem au niveau de la turbine, mais j'ai envie de dire même que entre le 1 et le 4, entre le 2 et le 3, ou en tout cas entre les points qui sont situés au niveau du compresseur, c'est-à-dire les points 1 et 2, et les points qui sont situés au niveau de la turbine, c'est-à-dire les points 3 et 4, il y a une énorme différence, enfin, énorme. Il y a une différence majeure au niveau des CP parce qu'on n'est même plus dans le même type de gaz. En 1, 2, entrée de compresseur, en sortie de compresseur, on est dans un truc où on a de l'air pur, et en 3 et 4, donc au niveau de la turbine, c'est-à-dire après qu'on soit sorti de la chambre de combustion, on a des gaz brûlés. Donc on n'a même plus la même composition chimique. Donc en théorie, on devrait garder ces CP-là
différents aux différents endroits. Alors, ici, on traite des composants idéaux. Vous avez vu qu'on a fait l'hypothèse d'une transformation adiabatique réversible dans le compresseur. On a fait cette hypothèse d'adiabatique réversible dans la turbine. On va faire une simplification majeure qui est de dire les CP sont les mêmes partout. Le CP, en général, on vous le donne, on demande de le calculer avec la valeur du R, par exemple, et on a un CP qui tourne aux alentours de 1000 joules par kilokelvin, 1000, 1050, voilà. Donc, on a un CP qui est en réalité moyenné. Ce n'est qu'en cinquième, avec moi, que vous faites les calculs avec des CP qui sont différents, en tout cas pour le côté chaud, du côté froid. Le côté froid, c'est ce qu'on appelle le compresseur, et le côté chaud, c'est ce qu'on appelle la turbine. Donc, on met ensuite que, sous l'hypothèse forte de l'égalité de ces chaleurs spécifiques, on réécrit la relation en considérant un CP qui est le même partout. Donc, on met le CP en évidence au numérateur et au dénominateur, on le zinc, et on a une définition de l'efficacité thermique en fonction des températures. J'insiste vraiment bien sur cette relation-ci, là où je passe la petite main sur mon écran, parce que vous allez voir que quand on va faire des vapeurs surchauffées, il ne faut pas considérer l'efficacité comme étant, dans ce cas-là, 1 moins T4 moins T1 sur T3 moins T2. On aura le même schéma, on aura la même architecture de thermodynamique, c'est-à-dire le cycle aura plus ou moins les mêmes composants, mais on n'aura pas le même fluide de travail. Donc on aura toujours un compresseur, dans ce cas-là, ça s'appellera une pompe, on aura toujours une turbine, ça s'appellera une turbine, mais on travaillera avec de l'eau. Donc, c'est plus un gaz. Et donc, ce qui nous permettait de passer de l'enthalpie à la température, c'est le fait que H était égal à Cp fois T. Ça, c'est uniquement valable dans le cas de gaz. Ce n'est plus valable dans le cas d'eau liquide ou d'eau vapeur. C'est plus le cas dans le cas de vapeur. Dans ce cas-là, il faudra revenir à cette définition de l'enthalpie qu'on voit ici. Donc, ne pas sauter directement de cette définition-là à cette définition-là, sans comprendre le pourquoi on a pu le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc, sous la même hypothèse, donc toujours ces CP qui sont constants, les puissances respectivement développées par la turbine et consommées par le compresseur se déterminent comment? Pourquoi est-ce que je le détaille ici? C'est parce que dans les exercices, vous verrez qu'on y fait mention de calculer, tiens, quelle est la puissance qui a été développée par votre turbine et quelle est la puissance que le compresseur a nécessité. Prenons par exemple, on va suivre le cycle, on va prendre le compresseur. La puissance dans le compresseur, j'ai écrit que c'était QM1 fois CP fois T2 moins T1. C'est quoi en réalité? QM1, c'est le débit d'air qui rentre dans ce compresseur. CP, c'est le CP unique, CP du compresseur, mais CP unique ici, dans les hypothèses, et T2 moins T1, la variation de température. Alors, d'où est-ce que ça vient? Déjà, au niveau dimensionnel, si on regarde au niveau dimensionnel, QM1, c'est quoi? C'est un débit massique, c'est donc des kilos par seconde. T2 moins T1, c'est des kelvins. Et le CP, c'est des joules par kilo-kelvin. Donc, si je fais une petite analyse dimensionnelle, j'ai des joules par kilo-kelvin ici, j'ai des kelvins là-bas, les kelvins se tuent, il me reste des joules par kilo, j'ai des kilos par seconde là-bas, les kilos se tuent, il me reste donc des joules par seconde. Joules par seconde, c'est bien des watts, c'est bien la dimension de la puissance du compresseur. Donc, ce sont le nombre de watts mécaniques que ce compresseur mange. La turbine, qu'est-ce qu'elle va produire? C'est le même schéma, c'est toujours un débit massique multiplié par un CP, multiplié par un delta T. En fait, ce CP et delta T qu'on a là, c'est jamais que la variation d'enthalpie, c'est-à-dire une enthalpie massique des joules par kilo, multiplié par des kilos par seconde. Vous voyez qu'ici, on a quand même pris la peine d'écrire que c'était QM1 plus QMF. QM1, c'est le débit d'air qui était rentré dans le compresseur, et QMF, c'est le débit de fuel qui est passé dans la chambre de combustion. Parce que ce qui sort de la chambre de combustion en termes de débit massique, donc en termes de kilos par seconde, ce n'est plus uniquement le débit d'air. Il faut y rajouter le débit de fuel qu'on a mis. Alors, bien entendu, le débit de fuel, il est infiniment petit par rapport à ce débit d'air. Et donc, dans ce cas-ci, on peut négliger le terme QMF au premier ordre par rapport au terme QMA. Okay, donc, tout ça pour bien... C'est un peu chatouillé pour se faire rire, finalement, mais ici, il va nous rester du QMA fois CP fois T3 moins T4. OK? Voilà ce qu'on a au niveau de la puissance, au niveau de la turbine, la puissance au niveau du compresseur. Petite parenthèse. Et donc, c'était là qu'on était arrivé, je pense même qu'on était un cran plus loin. Ouais. Donc, avec l'hypothèse de ces chaleurs massiques constantes, qu'est-ce qui nous reste sur l'efficacité thermique? C'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Et on va pouvoir la retravailler, cette définition de l'efficacité thermique. En réalité, vous allez voir, le but du jeu, c'est qu'on va réussir à l'exprimer en fonction d'un paramètre qui sera le paramètre Pc. Pc, ce n'est jamais rien d'autre que le ratio entre la pression qui est en sortie de compresseur, donc P2, sur PA. Et ça, c'est généralement un paramètre du constructeur. C'est-à-dire que le constructeur va vous dire, j'ai un compresseur qui aura un taux de compression, un Pc, qui est de, mettons, 8.
c'est adimensionnel, hein, puisque c'est des pressions sur des pressions, ou de 30, voilà. Et on voit aussi que dans l'aviation, par exemple l'aviation militaire, on a des taux de compression au niveau du compresseur qui sont faibles, dans des ordres de grandeur d'une dizaine, ça tourne autour de 8, 9, 10, et dans l'aviation civile, on a des taux de compression qui sont beaucoup plus élevés, pouvant monter jusqu'à 30, 40. Le Concorde avait un taux de compression, par exemple, de 36, je crois. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette différence-là? On ne va pas le voir maintenant, on en reparlera un petit peu après, s'il nous reste du temps, si ça vous intéresse. Mais donc, on a cette valeur pissée sur laquelle on va pouvoir jouer, finalement, et voir quelle est son influence sur l'efficacité. Alors, c'est remarquable parce que vous voyez que cette efficacité, elle ne va dépendre, finalement, que de ce taux de compression. Plus on va avoir un taux de compression qui est élevé, donc ici, typiquement dans l'aviation civile, si vous avez un pissé qui est élevé, vous avez un dénominateur qui est élevé, donc vous avez 1 sur quelque chose qui est élevé ici, donc vous avez un petit nombre ici, vous défalquez un petit nombre et donc vous avez une efficacité thermique qui est relativement élevée. En clair, les avions militaires, avec un petit pissé ici, vous défalquez beaucoup de ce terme-là et vous avez une efficacité thermique de votre cycle qui est en général assez chiasseuse, alors que dans l'aviation civile, c'est nettement plus élevé cette efficacité thermique. Il y a une raison à ça, on va pas s'apesantir dessus pour le moment. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à cette expression-là, donc de 1 moins 1 sur πc exposant gamma moins 1 sur gamma? Comment? En fait, on a retravaillé les relations qu'on connaissait, celles que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le dérivatif de PV gamma est égal à une constante, hein, si vous retournez plus loin dans le chapitre, vous savez que T2 sur T1 est égal à P2 sur P1 exposant gamma moins 1 sur gamma. On peut écrire ça parce qu'on est dans une relation qui est adiabatique réversible, c'est-à-dire isentropique au niveau du compresseur. Et donc, le P2 sur P1, on le note comme étant pissé, exposant gamma moins 1 sur gamma. Donc ça, c'est la première relation. La deuxième relation, de l'autre côté, on peut la réécrire finalement pour la turbine. Et on sait que le ratio des températures, T3 sur T4, est égal à P3 sur P4, exposant gamma moins 1 sur gamma. La règle est toujours de mise ici, c'est-à-dire que si le πC c'était P2 sur P1, on peut parler d'un pi de la turbine. Le pi de la turbine, c'est quoi? C'est l'inverse de l'autre, c'est P4 sur P3, donc c'est la pression en sortie de turbine sur la pression en entrée de la turbine. Donc finalement, 1 sur πT, c'est P3 sur P4. Alors ici, on va voir qu'on peut, on ne va pas introduire un nouveau paramètre, parce qu'on va voir finalement que ces ratios de pression, ils sont les mêmes au niveau du compresseur et au niveau de la turbine. Parce que si vous remontez dans le schéma ici, vous voyez qu'en termes de pression, pression en 2, c'est la pression en 3, pression en 4, c'est la pression en 1. Donc finalement, le ratio P2 sur P1, il est le même que le ratio P3 sur P4. Je profite de la petite interruption. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Pas de questions? N'hésitez pas en cours, si vous aviez une question, à me la poser. Rallumez votre micro pour ne pas me laisser aller trop vite. Je me rends compte que je vais beaucoup plus vite ici qu'avec le tableau ou avec les slides. Donc, n'hésitez pas à poser les questions qu'il faut pendant. On prendra le temps qu'il faut. Ça va? Allô? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, donc... dites-moi qui vous êtes, parce que sinon c'est... Théo Castin. OK. Donc, sur cette dia-ci, donc pour l'efficacité thermique, vous avez dit que pour un moteur d'avion, le H2 moins H1, on pouvait le réinjecter dans la tuyère. De quelle manière? Si on a un alternateur, ça va se réinjecter avec un axe, mais dans une tuyère, ça se passe comment? OK, je réponds à la question. Attention que c'est pas H2 moins H1 qu'on réinjecte, c'est H3 moins H4. Hein? Ah oui, pardon. D'accord? Bon, c'est pas grave. Donc, H3 moins H4, c'est quoi? H3 moins H4, c'est l'enthalpie qui va être récupérée dans la turbine. OK? H3 moins H4, il est là. Ça va? Qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle fait, cette turbine, de ce H3 moins H4? C'est ce qu'elle produit, brut. On en réserve une partie pour le compresseur, H2 moins H1. Le reste, c'est-à-dire H3 moins H4 moins H2 moins H1, c'est l'effet utile. Soit il passe entièrement dans un arbre, il va produire de l'électricité, okay? Soit il ne passe pas dans un arbre et il va être utilisé dans une tuyère. Qu'est-ce qui se passe dans la tuyère en réalité? Ça veut dire que finalement, à l'entrée de ta tuyère, ton fluide a encore beaucoup d'enthalpie, puisque tu en as récupéré
une grosse partie dans ta turbine, H3 moins H4, mettons que ça fait 100, tu as récupéré 100 d'enthalpie brute au niveau de ta turbine. Tu en as rebalancé 40 dans ton compresseur, il t'en reste 60. Ces 60, soit qui passent dans un arbre, soit ton fluide a encore, s'il ne passe pas dans un arbre pour faire de l'électricité, ton fluide a encore pas mal d'enthalpie en son sein. Qu'est-ce que la tuyère va faire? Comme tu as un fluide qui est encore massivement enthalpique, je rappelle que l'enthalpie, c'est une mesure du niveau énergétique du fluide quand même. Donc, ça veut dire que ton fluide est encore massivement enthalpique. Qu'est-ce que cette tuyère va faire? Elle va convertir cette enthalpie en vitesse. Et ça vient d'où? Allô, allô? De la loi des gaz parfaits. Alors, essaie un peu de me justifier ça avec la loi des gaz parfaits. Je dirais vu qu'il lui reste de l'enthalpie, son volume massif va augmenter. Non, non, ce sera encore autre chose, ce sera dans Bernoulli, mais ça, on y viendra un petit peu plus tard. Ça va? Je l'avais déjà expliqué au cours, tu sais ça, mais on y revient un petit peu plus tard. Ouais, Donc, ce sera, pour le moment, retiens que le but du jeu, c'est que cette enthalpie soit convertie à un moment donné en vitesse pour accélérer le fluide. OK? Est-ce que tu suis toujours là? Oui, oui. Alors, je vais quand même essayer de te l'expliquer maintenant. Je suis désolé. En fait, c'est pour ça que, alors que je dis que j'écris peu au tableau, j'aurais voulu l'écrire, mais donc je vais aller lentement pour te le dire. Si tu prends le principe de conservation de l'énergie pour un système ouvert, et le système ouvert que tu as en face de toi, c'est la tuyère. Tu peux écrire que le débit massique, QM, fois, alors tu as cette grande parenthèse avec QM fois la variation d'enthalpie plus la variation d'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle égale la puissance à l'arc plus le flux de chaleur. Tu te souviens? Oui. Qu'est-ce qui va se passer ici dans la tuyère? Il n'y aura pas le flux de chaleur, d'accord? Est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de flux de chaleur, il n'y a pas d'échange de chaleur. Est-ce qu'il y a une puissance mécanique qui est développée? La tuyère, c'est un cône, donc il n'y a pas non plus de puissance mécanique qui est développée. Donc le terme de droite vaut 0. On est d'accord? Oui. Le terme de gauche, qu'est-ce qu'il vaut? Tu as une diminution de l'enthalpie au niveau de la tuyère, et comme cette enthalpie diminue, c'est à l'aide de ça que tu vas avoir finalement une augmentation de la vitesse. Ah, super. D'accord. Pigé? Oui. D'accord? Oui. Bon, c'est bien. Alors ça, pour le faire, c'est aussi tout simplement une conservation du débit, puisque le débit, c'est la vitesse fois la section. Si ta section diminue, c'est pour ça qu'en général, dans ta tuyère, tu vas avoir un convergent dans ta tuyère. Comme elle est convergente, la vitesse va augmenter grâce à ça. D'accord? Super. Mais pour qu'elle puisse augmenter cette vitesse, c'est bien beau de dire que le débit est égal à la vitesse fois la section, il faut que le fluide ait de l'enthalpie, il faut qu'il ait de l'énergie en son sein, et donc en augmentant la vitesse, ça fait diminuer l'enthalpie du fluide. Ça marche? Ça marche, merci. Nickel. Alors, où est-ce que j'en étais avec ça? Pas d'autres questions? Ok. Bon. Donc, on a notre égalité sur l'efficacité thermique et on a également donc nos égalités, nos ratios de pression qui sont ici. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On remarque que P2 est égal à P3. Donc, pourquoi ça? Je reviens ici. P2 est égal à P3 parce que dans la chambre de combustion, on a fait l'hypothèse que la pression ne changeait pas. Et on a P4 qui est égal à P1. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à la sortie de la turbine, on sort à l'air libre. Que ce soit un avion, que ce soit un aérogénérateur, on sort à l'air libre. Donc, votre P4 vaut votre P1, c'est-à-dire la pression atmosphérique. Je le redis depuis des semaines, la turbine n'est pas schizophrénique. Elle est mise c'est ce qui est en aval de la turbine qui régule la pression. On le verra dans les autres cycles. Ici, c'est tellement évident à comprendre. Si votre turbine, elle est à l'air libre, la pression de la particule qui sort de la turbine, elle est à l'air libre, elle est à pression atmosphérique. Donc P4 vaut P1. OK? Alors, à l'aide de ça, qu'est-ce que ça donne? On reprend P2 sur P1, qui est exposant gamma moins 1 sur gamma, qui vaut T2 sur T1. On le réécrit ici. Il paraît que c'est égal à P3 sur P4 exposant gamma moins 1 sur gamma. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé le P2 par P3. P2 est égal à P3. On a remplacé le P1 par P4. P1 est égal à P4. Et ce ratio P3 sur P4 exposant gamma moins 1 sur gamma, on l'a ici. On peut donc écrire que c'est T3 sur T4. Et on peut même rajouter que P2 sur P1 exposant gamma moins 1 sur gamma, c'est finalement Πc exposant gamma moins 1 sur gamma. Voici ici.
Quand on remet tout ça là-dedans, qu'est-ce que ça donne? Alors ici, on reprend la définition d'efficacité thermique. Une petite astuce, on met le T1 en évidence ici, on met le T2 en évidence là-bas, pour en réalité avoir du T4 sur T1 et avoir du T3 sur T2. Et ça, qu'est-ce qu'on en fait? T4 sur T1 et T3 sur T2. Alors regardez bien, T3 sur T2 et T4 sur T1. Ben, ici, le T4 sur T1 et le T3 sur T2 qui sont là, T4 sur T1 est égal à T3 sur T2. Donc le T3 sur T divisé par T2 est égal à T4 divisé par T1. Donc finalement, ce terme-ci vaut 1. On simplifie la parenthèse du numérateur avec la parenthèse du dénominateur et on a une efficacité qui vaut 1 moins T1 sur T2. Donc en réalité, cette efficacité ne dépend que de la température de l'air en entrée du compresseur et de la température de l'air en sortie du compresseur, et de rien d'autre. Alors ça, on peut le faire. Attention Théo, coupe ton micro, je crois. Restez allumé. Non, ça va, il a coupé. Alors ici, on peut encore le transformer un petit peu, puisqu'on a vu que notre T2 sur T1, ici, si je reviens ici, notre T2 sur T1, c'était πC exposant gamma moins 1 sur gamma, puisque c'était P2 sur T1 exposant gamma moins 1 sur gamma. Donc finalement, T1 sur T2, c'est 1 sur πC exposant gamma moins 1 sur gamma. Donc magique, on l'a démontré, et on vient de voir avec ça que finalement, plus le taux de compression augmente, plus il sera grand, plus ce terme aussi sera petit, moins on défalquera, et meilleure sera notre efficacité thermique. Donc on a intérêt à aller vers des taux de compression qui sont importants. Alors cette efficacité-là, on peut la comparer à une autre efficacité directement, qui est l'efficacité du cycle de Carnot. Et l'efficacité du cycle de Carnot, c'est quoi? C'est, si vous vous souvenez de ça, c'est 1 moins la température de la source, moins 1 moins T1 sur T3. Donc ici, votre T1, pas évident avec ça, 1 moins T1 sur T3 que vous avez ici. Alors ça, je vous demanderai d'y réfléchir pour la fois prochaine, petit exercice, et on essaye de voir pourquoi. Donc cette efficacité du cycle de Carnot, pourquoi elle vaut 1 moins T1 sur T3. C'est d'un peu y penser. Alors, une fois qu'on a su établir ça, c'est facile de montrer que l'efficacité thermique, elle est plus petite que l'efficacité du cycle de Carnot. Pourquoi? Parce qu'on aura les mêmes T1, mais notre T3, comment sera-t-il par rapport à T2? Si vous regardez ici sur le schéma, vous avez un T3 qui est quand même plus grand que T2. C'est normal, on est en fin de la chambre de combustion, on sort à une température qui est plus importante. Attention, c'est pas parce qu'on a amené de la chaleur. On a amené de la chaleur, ok, ça a augmenté l'entropie, mais la justification de l'augmentation de la température, c'est pas ça, ça passe via l'enthalpie. En tout cas, on l'a démontré tout à l'heure, on a un T3 qui est plus grand, T3 qui est plus grand que T2, et on a un T2 qui est plus grand que T1. Donc on a un T3 qui est plus grand que T1 finalement. Et c'est donc ici un T3 qui est plus grand que T2 ici, T3 qui est plus grand que T2 là-bas. Donc ça veut dire que vous avez cette efficacité, l'efficacité thermique qui est plus petite que l'efficacité du cycle de Carnot. Je rappelle quand même le second principe qui disait que entre deux sources, chaude, froide, il n'y a pas moyen de mettre un cycle thermodynamique qui serait meilleur que le cycle de Carnot. Donc si je prends cette température de la source froide, T1, et que je prends cette efficacité de la source chaude, qui est à une température T3, puisqu'on est amené à T3, eh ben, on ne peut pas mettre un cycle qui ait une meilleure efficacité que le cycle de Carnot. En vous disant ça, je me rends compte que j'ai répondu à la question. Je rappellerai que l'efficacité du cycle de Carnot, c'est 1 moins la température de la source froide sur la température de la source chaude. Donc c'est ici qu'on le voit, 1 moins la température de la source froide, T1, sur la température de la source chaude, T3. Attention, T2, T3. T2, c'est l'entrée de la chambre de combustion. T3, c'est la sortie de la chambre de combustion. La température de la source chaude, c'est T3. On amène le fluide jusqu'à T3. Okay? Donc, si je lis ici, on constate que cette efficacité thermique est inférieure à celle du cycle de Carnot correspondant, mais aussi qu'elle est fonction croissante du rapport de pression. Ça, on va avoir l'occasion de revenir dessus dans d'autres cycles. C'est d'ailleurs ce qui montre ce qu'on va à un moment donné regarder ici sur ce graphe-ci. Vous voyez qu'il y avait des petits traits en pointillés, où en réalité, on était parti d'un cycle 1, 2, 3, 4 classique. Et puis à un moment donné, on peut envisager un cycle qui fait 1, plutôt que d'aller jusqu'à 2, qui va jusqu'à 2', et puis qui monterait soit jusqu'à 3 secondes, ou jusque 3', et puis qui redescendrait jusqu'en 4. Alors, le premier que je voulais vous montrer, c'était celui de faire 1, 2', 3', 4. En fait, quand je fais de 1 à 2', ben, je vois que ça passe totalement à une température T2' qui est plus grande que la température T2.
Mais surtout, je vois aussi que, que la pression en 2' est plus grande que la pression en 2. Vous voyez ici les lignes d'isopression. Ça, c'est la pression qu'on avait en 1, cette ligne d'isopression, P1, P4. Ici, c'est la pression qu'on a dans la chambre de combustion, P2, P3. Les pressions sont constantes. Et ici, c'est la nouvelle pression qu'on aura atteint grâce à un compresseur qui comprimerait plus. Une nouvelle pression ici. Et donc, le cycle se déformerait en 1, 2', 3', et on descendrait jusqu'en 4. Ce qu'on voit ici, comment est-ce qu'on pourrait justifier et à quoi ça va nous servir? Montrer cette efficacité. Alors, petit rappel, comment est-ce qu'on peut voir le travail qui a été fourni par le cycle sur ces diagrammes TS? Et si on peut voir le travail qui a été fourni par le cycle, est-ce qu'on peut voir aussi l'efficacité qui a été fournie par le cycle? Alors, est-ce que quelqu'un voudrait se risquer à une petite réponse là-dessus, pour voir si ça marche, ce genre d'interaction? Moi, monsieur, j'ai peut-être une idée. Ouais, vas-y, je ne sais pas qui c'est. C'est Ferdinand. Ouais, vas-y. Il me semble que le travail, c'était l'air sous la courbe du diagramme TS. Non. Non. Perdu. Dommage, bien essayé, mais presque. Hein. Voilà, tant pis. Allez, un autre pour essayer. Oui, monsieur. Ouais. C'est pas l'air entre. Parle pas si fort, Guillaume, parle pas si fort. Pardon. C'est l'air comprise dans le cycle du diagramme TS, donc entre la courbe du dessus et la courbe du dessous. Très bien, Guillaume. Donc, en réalité, le travail qui a été fourni, c'est pas l'efficacité, hein, le travail qui a été fourni par le cycle, c'est l'air 1, 2, 3, 4, 1. Je suis en train de balayer ici. Alors, très bonne réponse. D'abord, il faut pouvoir la justifier. Et vous verrez qu'après, ce sera intéressant de se souvenir de cette justification. Vous allez voir, parce qu'on peut, si on oublie les fondamentaux, on peut des fois arriver à des conclusions qui sont complètement ahurissantes. Quand on introduira les pertes, vous allez voir que je vais vous induire en erreur assez facilement. Alors, pourquoi est-ce que c'est cette R-là, le travail qui a été fourni, l'R 1, 2, 3, 4, 1? En fait, c'est quoi le travail utile qui a été fourni par ce cycle? Ce n'est jamais que ce qui a été fourni. Alors, on va le faire encore différemment qu'ici. Si je prends la quantité de chaleur qui a été, allez, on va dire, non, entre 4 et 1. On va dire la quantité de chaleur qui a été d'abord donnée par la source chaude. Ce sera quoi? Ce sera l'air qui est sous la courbe 2, 3. Donc, c'est cet air-ci. Regardez la main. Donc, ça va de ce point-ci jusqu'au point 2, jusqu'au point 3, et on redescend ici. Donc, toute cette air-ci, l'air sous la courbe 2, 3, représente la quantité de chaleur qui a été donnée par la source chaude. Pourquoi? Si vous vous souvenez, ds et le Q, par quelle relation est-ce qu'on peut les relier? Qui peut me répondre? Un qui se risque? La définition de la variation de l'entropie, le ds, il vaut quoi? Delta Q sur T. Très bien, mais ce n'est pas delta, c'est dq. Donc on va dire que c'est dq sur t. Si ds vaut dq sur t, ça veut dire que dq, ça vaut tds. Donc si je veux regarder la quantité de chaleur, je fais tds. Donc la quantité de chaleur qui a été échangée entre 2 et 3, c'est tds. Ben, le t, il est ici, et le ds, c'est ce qui est là-bas. Donc si j'intègre ça, si j'intègre l'air sous la courbe de 3, j'ai en fait la quantité de chaleur qui a été donnée par la source chaude. Si je fais la même chose à la source froide, j'ai l'air sous la courbe 1, 4. Si j'enlève l'air qui est sous la courbe 2, 3, si je lui enlève l'air qui est sous la courbe 1, 4, bah, il me reste l'air ici dans le petit quadrilatère 1, 2, 3, 4, 1. Et qu'est-ce que j'ai fait ce faisant? En réalité, j'ai pris la quantité de chaleur qui a été donnée à la source chaude, j'ai retiré la quantité de chaleur qui a été rendue à la source froide, et donc, qu'est-ce qui me reste? Ben, le travail est changé. C'est le premier principe. Tout ce qui rentre égale tout ce qui sort. Donc, j'ai une quantité de chaleur qui rentre dans la source, par la source chaude, dans mon système. J'ai une quantité de chaleur qui sort par la source froide. Et ce qui me reste, c'est le travail. Donc, en réalité, l'air ici, dans le petit quadrilatère, ça représente la quantité de travail qui a été rendue par mon système. Ça va pour tout le monde? Donc voilà la quantité de travail qui a été fournie ici entre 1, 2, 3 et 4. Donc c'est finalement l'effet utile. Si je divise par l'effet coûteux, alors l'effet coûteux ce sera quoi? C'est ce que ça m'a coûté
en dollars. Et ce que ça m'a coûté en dollars, c'est quoi? C'est cette quantité de chaleur que j'ai donnée à la source chaude, c'est-à-dire l'air ici, sous la courbe 2, 3. Donc l'efficacité, c'est le ratio qui est entre l'air ici 1, 2, 3, 4, 1 par rapport à l'air ici sous la courbe 2, 3. Bon, maintenant qu'on a bien vu ça, on peut revenir à notre système où on passait de 1 à 2', jusque 3', jusque 4 et jusque 1. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce nouveau cas de figure? On a finalement un compresseur qui comprime plus, qui nous déforme notre schéma en 1, 2', 3', 4, 1. On voit que la pression est plus importante en 2' qu'en 2. Première chose qu'on peut observer, c'est déjà que la quantité de travail qui va être donnée par ce système-là, par ce cycle thermodynamique, cette quantité de travail va être plus importante que précédemment. On a une aire qui est l'air 1, 2', 3', 4, 1. Ça, c'est la quantité de travail qui va être donnée, qui va être fournie, qu'on aura à notre disposition par ce système thermodynamique. On a une quantité de travail qui est plus importante. Donc, la voici ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut conclure sur la quantité de chaleur qui a été donnée? On voit que la quantité de chaleur qui a été donnée tantôt, elle est ici. Et maintenant, elle est ici. Donc, on voit qu'elle est plus importante. Ça, c'est un petit peu gênant parce que finalement, on récupère plus de travail, mais on dépense plus de chaleur aussi. Ah, qu'est-ce que ça signifie alors? Est-ce qu'on peut conclure que l'efficacité, est-ce que l'efficacité est meilleure? Alors, on ne va pas s'en sortir comme ça, en réalité. Il faut voir quel est le taux de progression de l'un par rapport à l'autre. Si on a fourni beaucoup plus de travail, ce qu'on a donné un peu en plus de chaleur, c'est bénéfique pour l'efficacité. En réalité, ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on a rendu à la source froide. Et dans les deux cas, on a rendu la même quantité de chaleur à la source froide. Dans le cas où on avait un faible taux de compression, la quantité de chaleur qu'on a rendue à la source froide, la voici, c'est l'air sous un 4. Et dans l'autre cas, l'air qu'on a rendu à la source froide, c'est toujours un 4. Donc, en définitive, si on reprend le petit schéma quantité de chaleur, tout ce qui rentre égale tout ce qui sort, on a cette patate où on a une quantité de chaleur qui rentre due à la source chaude, qui est plus importante dans le cas où on a un taux de compression qui est plus élevé, et on a une quantité de chaleur qui est rendue à la source froide qui est la même. Donc, finalement, c'est clair qu'on récupère une quantité de travail qui est plus importante. OK? Bon. Alors, avec ça, j'en perds un peu mon latin, c'est moins évident sur les écrans que sur les ici. Donc là, on laisse cette efficacité-là pour le moment de côté. Je vais quand même lire le transparent ici, je le redécouvre avec vous. Donc on va le voir ici. Lorsque le rapport de pression augmente, ce qu'on vient de voir, avec un rapport de température d'entrée sortie turbine compresseur constant, le cycle original se déforme en 1, 2', 3', 4, 1, pour lequel la température maximale est plus élevée et le travail net est plus grand, alors que la chaleur rejetée à la source froide est identique. Donc c'est ce qu'on vient de voir, ici, avec une efficacité donc qui va en augmentant. Alors dans ce cas-ci, c'est le cas où on est passé en 1, 2', 3', 4. Donc on a ce taux de compression qui a augmenté. Vous voyez qu'on est monté jusqu'en 3' ici. Et donc on a suivi cette parallèle à la courbe de pression qui était là-bas. Ça, je regarde ce que j'ai ici comme lien pour voir ce que ça donne. C'est une petite application. Je sais pas ce que ça va donner. Bon, on va laisser chercher pendant ce temps-là. C'est pas très grave. C'est une petite appli. Vous regarderez chez vous quand ça clique dessus ce que ça fait. Donc ici, quand on passe de la prime, vous voyez qu'on monte en température. C'est l'évolution de la pression. C'est sympa, mais c'est suicidaire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça veut dire que vous attaquez votre turbine, tantôt vous l'attaquez avec une température T3 ici, et maintenant vous attaquez votre turbine avec une température T3' là-bas, qui est nettement supérieure. En réalité, il y a une limite technologique. Je regarde le transparent suivant pour voir. Bon, ça m'a foutu un peu le bordel dans mon truc. Ouais, voilà. Je pense que c'est la suite ici. Oui. Donc, si vous l'attaquez ici avec une température T3' plutôt que T3, vous arrivez à une température d'entrée en turbine qui est extrêmement élevée. Alors, ça veut dire quoi extrêmement élevée? En fait, il y a une limite technologique. Et donc, en général, votre température d'entrée en turbine, T3, elle porte un nom, ça s'appelle la TET, température d'entrée turbine, ou TIT en anglais, Turbine Inlet Temperature, et c'est une limitation technologique. Donc ça veut dire que c'est aussi le constructeur qui vous dit, voilà, moi, votre turbine,
enfin, je peux vous fournir une turbine qui résiste à telle température. Les ordres de grandeur à l'heure actuelle, c'est quoi? On a des températures pour l'entrée en turbine qui sont de l'ordre de, au bas mot, 1400 Kelvin, et on peut monter jusqu'à des 1900 Kelvin, suivant le traitement de surface qu'on a sur les ordres de turbine et suivant qu'il y a des refroidisseurs ou pas. Donc, c'est déjà pas mal. Et donc ça, vous allez être bloqué à un moment donné à une température d'entrée en turbine. On essaye bien entendu de l'avoir la plus importante possible. Pourquoi? Parce que plus elle peut être importante, plus on peut amener de l'enthalpie sous forme de chaleur au niveau de la chambre de combustion. Si vous avez une température d'entrée en turbine de kéké, c'est évident que vous n'allez pas pouvoir booster votre apport énergétique en termes calorifiques dans la chambre de combustion pour éviter d'arriver à une température trop élevée. C'est ce qu'on explique ici dans le transparent suivant. Donc, en pratique, la température d'entrée turbine, TET ou TIT, c'est limité par la nue des matériaux. Et donc, ce qu'on va plutôt regarder, c'est en maintenant la température d'entrée turbine constante, tout en augmentant le rapport de pression. C'est-à-dire qu'on va faire le cycle 1, 2', 3 secondes. Alors, on ne va pas aller jusqu'en 3, mais on va descendre jusqu'en 4 secondes. Donc, vous voyez que notre cycle ne devient plus 1, 2', 3', 4, 1. On lui fait faire 1, 2', pour augmenter le taux de compression. On le fait monter jusqu'à une température 3 secondes, qui est le même que le T3, puisque c'est une limite technologique. On ne peut pas aller plus haut, sinon on grille la turbine. Et puis ensuite, on détend dans la turbine jusqu'en 4 secondes. Et vous voyez que votre cycle, il se modifie. Il devient 1, 2', 3 secondes, 4 secondes. Donc, comme l'efficacité thermique ne dépend que du rapport de pression, ce dernier cycle a une efficacité qui est identique au premier. Alors, après, on regardera un petit peu, est-ce qu'on fournit plus, moins de travail avec ça, avec ce cycle ici. Ce n'est pas encore le but maintenant. En tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est que le cycle qui ferait 1, 2', 3 secondes, 4 secondes, 1, eh bien, il a la même efficacité que le cycle qui faisait 1, 2, 3, 4, 1 ici, en termes d'efficacité. En termes de travail, est-ce qu'il va libérer plus de travail, moins de travail? Si on regarde les surfaces ici, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait initialement 1, 2, 3, 4, et maintenant on a 1, 2', 3 secondes, 4 secondes. On a perdu cette quantité de travail ici, c'est ça que je suis en train de décrire ici avec la main, et on a gagné cette quantité de travail là-bas. Bien malin est celui qui sait le dire là dans l'immédiat. Donc il faudra faire une autre approche à un moment donné, voire conclure sur le travail. Les termes sur lesquels on peut raisonner à l'heure actuelle, c'est les termes uniquement d'efficacité au vu des graphes qu'on a. C'est le développement après. Alors, on fait une petite pause avec ça. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Monsieur, moi j'ai une question. Encore? Ouais. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment intelligent, mais je pense justement pour essayer de voir qui pourrait avoir, est-ce qu'on y gagne ou est-ce qu'on y perd au point de vue du travail fourni. Je me demandais, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on pousse vraiment le système au maximum et qu'on augmente la pression vraiment énormément? Et du coup, on pourrait se rendre compte qu'on aurait une aire qui serait toute petite. Et là, on pourrait vraiment pouvoir dire qu'on y a perdu. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. C'est pas très clair, j'essaye d'imaginer, mais si tu augmentes la pression, il faut à un moment donné que donc si ton point 2' est en train de monter ici, tu vois, oui. Si ton point 2' monte, il y a un moment donné où tu vas quand même avoir un petit apport de chaleur qui va être ici, ok? Oui, tout à fait. Et puis après tu vas avoir la détente. Mais en termes d'efficacité, l'efficacité, elle va augmenter. Le terme du travail, tu ne sauras pas dire grand-chose. Mais entends-moi bien, hein, on parle ici d'une efficacité du cycle. Ça veut dire que si tu es en train de mettre un rapport de compression de PT, n'oublie pas que ce travail de compression de PT, ça veut dire qu'il mange du travail. Donc, s'il mange du travail, qu'est-ce qui va te rester comme travail utile? Oui, c'est vrai, ça. Rien du tout. Alors, tu auras un cycle qui fonctionnera, qui va te fournir un watt, hein, un joule par seconde avec une super bonne efficacité, mais en termes de travail, il va rien te fournir, quoi, tu vois. Mais c'est bien de poser la question parce que ça va être, en effet, alors sur les moteurs d'avion, c'est moins critique, mais quand on va faire des cycles vapeur, là, on va se rendre compte de, tiens, qu'est-ce qui vaut mieux? Si on veut aller vers produire plus de travail, on va peut-être produire plus de travail, mais on va le produire moins bien. Ou est-ce qu'il ne faut pas mieux en produire un peu moins de travail, mais mieux avec une meilleure efficacité, tu vois?
Ouais, hein, tout à fait. C'est vrai que au moins j'ai compris d'autres trucs que je n'avais pas bien saisi, mais parfait. Merci beaucoup. Ça va? De rien? Alors justement, c'est le but de la manœuvre ici. Et alors, je regarde quand même l'heure qu'il est pour pas dépasser non plus, essayer de vous maintenir avec vos rythmes. Et si je dois refaire le cours, savoir exactement où je suis. Donc, on va conclure avec ça, puis on fera un petit tour d'horizon après. Donc ici, c'est éminemment mathématique, mais c'est pas très très dur. Donc tous les développements sont pas faits dans les slides. Vous les ferez, mettez des croix où il y a des choses à faire. Donc justement, l'idée ici, c'est quoi? C'est d'envisager le travail net, de le développer en fonction du taux de compression. Parce qu'on a vu l'efficacité en fonction du taux de compression. Là maintenant, je crois que c'est clair pour tout le monde. On a compris que cette efficacité, elle augmentait. L'efficacité augmentait avec un taux de compression qui augmente. Vous allez voir qu'ici, je fais un peu en transparent, j'y reviens tout de suite après, est porté sur un graphe ici, plusieurs efficacités et plusieurs travaux. Alors, de deux cycles différents. Donc, celui qu'on doit regarder, nous autres ici, c'est, donc ici, vous avez en abscisse le taux de compression, pi, qui varie de 1 à 12 ici. En très continu, vous avez EPSJ, c'est l'efficacité du cycle de Joule. Et vous voyez que c'est une monotone croissante. Elle augmente tout le temps avec le taux de compression. Efficacité 1, moins 1 sur pi c, exposant gamma moins 1 sur gamma. Elle augmente tout le temps avec le taux de compression. En pointillé ici, vous avez l'efficacité d'un autre cycle. C'est l'efficacité d'un cycle de Joule, mais avec récupération. On verra ça après les vacances. C'est ce cycle ici. Vous allez voir qu'elle est juste l'inverse. Elle décroît avec le taux de compression. Bon, on ne regarde pas ça pour le moment, mais j'ai porté aussi sur le graphe ici, en trait point barre point, W, qui est le travail net, justement, qui va être, dans le cadre du cycle de Joule, qui va être produit, ce travail net, pour différents taux de compression. Répondre un peu finalement à la question de Ferdinand. Vous voyez que ce travail net, on va voir qu'il va augmenter, suivant que le taux de compression augmente, et à un moment donné, il va s'infléchir, il va se mettre à diminuer. Donc, en clair, plus j'augmente mon taux de compression dans le cycle de Joule, meilleure est mon efficacité. Et jusqu'à un certain point, jusqu'au point d'inflexion ici, j'ai un travail net qui augmente. Mais à un moment donné, le travail net que je vais fournir va être de plus en plus petit. Donc ça veut dire que ici, dans cette zone-là, je produis moins de travail, de moins en moins de travail, mais je le produis de mieux en mieux, avec une efficacité qui est d'autant plus grande. OK ? Clairement, où est-ce qu'il vous le situer? C'est peut-être dans cette zone-ci où on va avoir une efficacité qui est déjà pas mauvaise et un travail net qui est le meilleur possible. Alors, vaut-il mieux choisir ce point-là? Par exemple, si je prends ici sur une horizontale, vaut-il mieux choisir ce point-là ou ce point-là? Bien entendu, il vaut mieux choisir le point qui est à droite, le taux de compression qui est plus important, puisque je fournirais la même quantité de travail si j'étais au point qui était l'opposé ici, mais je le produirais avec une meilleure efficacité. En clair, je produirais la même chose, mais plus efficacement. Donc, en clair, je dépenserai moins d'énergie au niveau calorifique. Ça va? Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à ce résultat-là? C'est facile, conceptuellement parlant. Après, il faut le faire, faut juste développer un peu les équations. Qu'est-ce que c'est? On va exprimer le travail W qu'on a produit. C'est quoi le travail qu'on a produit? C'est l'effet utile, hein? C'est jamais rien d'autre que l'effet utile qu'on avait vu dans l'efficacité. Donc, le W, vous voyez que c'est un W massique ici, petit W. Donc, le nombre de joules par kilo, c'est H3 moins H4, c'est le travail brut qui a été produit à la turbine, moins ce qu'on a mangé au compresseur, H2 moins H1. Donc, on fait le brut moins net, le brut H3 moins H4 moins ce qu'on a mangé au compresseur pour obtenir le net. Donc, c'est bien ce qui est mis ici, hein, l'expression du travail net. H3 moins H4 moins H2 moins H1. On développe ça. Qu'est-ce que ça donne dans un premier temps? On met un CP en évidence. Comme ça, on a T3 moins T4 moins T2 moins T1. Et ici, petite astuce, on fait sortir le T1. De nouveau, pour avoir cette histoire de ratio qui vont nous aider pour avoir le taux de compression. L'idée qui est derrière ça, c'est quand même de faire apparaître le terme pissé pour pouvoir faire une dérivée, en fait. C'est une bête étude de fonction sur comment varie le W en fonction du pissé. Donc, c'est le but de ces petites manips ici. Alors, j'ai fait sortir le T1 là-bas. Donc, j'ai mis aussi le T3 en évidence dans cette parenthèse-ci. Donc, non, pas encore, pardon. Mais on peut le faire tout de suite là. Hein. Donc, on met le T3 en évidence. Donc, j'ai du T3, on va le faire étape par étape, pardon. On a mis le T1 ici, le T1 en évidence. Donc, j'ai du T3 sur T1 moins T4 moins T1 moins T2 sur T1 moins 1.
Pour cette parenthèse-ci, je mets le T3 ici en évidence. Donc, j'ai 1 moins. Alors, T4 sur T1 qui reste. Et puis, j'ai du T1 sur T3. Et ici, je ne touche pas à la parenthèse. Pourquoi? Parce que le T2 sur T1, je sais déjà que c'est pissé exposant gamma moins 1 sur gamma. Pas besoin de le retravailler. Dans l'autre, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon T3 sur T1 qui reste. J'ai 1 moins. Et alors ici, si vous regardez ça, si vous redéveloppez ça, ben, vous avez du T4 sur T3. Et T4 sur T3, si vous revenez en arrière, on va remonter dans les transparents, si la machine le veut bien. Le T4 sur T1, je ne sais pas s'il est là, ben le T4 sur T1, on va prendre ici. Le T4 sur T3, pardon, T4 sur T3 qui est là. On va le reprendre ici dans le transparent. Le T4 sur T3, c'est quoi? C'est 1 sur pi c exposant gamma moins 1 sur gamma, ou si on préfère, pi c exposant moins gamma moins 1 sur gamma. Donc c'est d'ici que vous allez le reprendre. Donc vous le réinjectez dans votre parenthèse, c'est-à-dire le pi c exposant moins gamma moins 1 sur gamma. Alors ça, c'est super, parce que maintenant, on a une expression du travail qui est fonction uniquement du pi c. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a quand même le CP, il y a quand même le T1, il y a quand même le T3. C'est pas pour rien qu'on les a mis aussi en évidence. C'est des valeurs qu'on peut connaître en réalité. C'est tout bête. Si on veut tracer le genre de graphe que j'ai fait, vous pouvez le faire dans Excel, vous pouvez le faire dans MATLAB. Vous vous donnez un CP, vous vous donnez un T1, vous vous donnez un T3. Le CP, allez, 1005 joules par kilo Kelvin. Le T1, la température de l'air en entrée du compresseur. Je sais pas, vous décollez à 20 degrés Celsius, 293 Kelvin, vous avez le T1. Le T3, vous fixez un T3. 1400 Kelvin. Ça ne nuit pas à la généralité du travail. Ce qu'on veut ici, c'est montrer comment évolue le W en fonction du pi c. Donc, vous fixez des valeurs pour T3 et T1. Donc, on porte sur le graphique finalement le W sur CPT1 en fonction du rapport de pression pi pour un rapport de température T3 sur T1. Donc, ici, on s'est fixé un T3 sur T1 qui valait 2 ici et on constate qu'il passe par un maximum. Donc, ça, c'est le graphe que je vous ai montré. Alors, on a compris qu'on pouvait fixer le CP, le T1, le T3, ou le rapport T3 sur T1. Maintenant, numériquement, comment est-ce qu'on peut montrer que ça passe par ce point d'inflexion? Ben, c'est tout bête, on va calculer dW par rapport à pi c. Donc ici, c'est ce que j'ai mis là après. La détermination du maximum, c'est quoi? Alors, je vous conseille de ne pas traiter le pi c, mais plutôt traiter pi c exposant gamma moins 1 sur gamma, ça étant égal à y, et puis vous calculez dW sur dy est égal à 0. Et vous obtenez l'expression de votre pi c qui va fournir l'efficacité, le taux de compression qui correspond au travail maximum, en annulant la dérivée ici. Alors ce taux de compression, tout calcul fait, qu'est-ce qu'on obtient? Le taux de compression ici du compresseur qui fournit un travail maximum, c'est cette expression-là. Je ne vous demande pas de retenir par cœur, mais de pouvoir établir. Donc c'est la racine de T3 sur T1 exposant gamma sur gamma moins 1. Et dans ce cas-là, quelle sera l'efficacité qu'on trouve pour ce travail maximum? Attention, ce n'est pas l'efficacité maximale. Hein. L'efficacité, elle ne cesse d'augmenter. C'est l'efficacité de notre cycle qui nous fournirait le travail maximum. Comment est-ce que je la trouve? Je réinjecte bêtement l'expression du taux de compression dans la valeur de l'efficacité. La valeur de l'efficacité, c'est quoi? C'est 1 moins 1 sur pi c exposant gamma moins 1 sur gamma. Je remplace le pi c par cette expression-ci. Et je tombe sur la définition de cette expression-ci de l'efficacité. OK? Alors, pourquoi est-ce qu'on les met? Pourquoi est-ce qu'on les note et pas seulement donner le graphe? C'est que vous allez voir un phénomène assez particulier. C'est que quand on va faire un cycle de Joule avec récupération, eh bien, on va voir que le cycle de Joule avec récupération, il a une efficacité ici qui diminue. Donc, c'est quoi le Joule avec récup? C'est jamais qu'un Joule, mais un petit peu transformé. On y met un organe qui nous permet de récupérer de l'énergie. Eh bien, on voit que son efficacité elle diminue. Et le point de croisement entre les deux efficacités, c'est-à-dire, là, au taux de compression, on ne sait pas dire s'il vaut mieux prendre un Joule ou un Joule avec récup. Vous voyez bien que si je me mets ici, par exemple, j'ai plutôt intérêt à prendre un Joule tout simple. J'aurai une efficacité qui est plus grande que le Joule avec récup. À cet endroit-là, là où les deux systèmes se croisent, où les deux efficacités se croisent, c'est le point justement où on aura le travail maximum. C'est pour ça que c'est intéressant à voir. Et on le comprendra physiquement, ça, la fois prochaine, quand on verra le Joule avec récup. OK? Voilà. That's all for today. On est à quelle heure? 2h04. Je ne sais même pas jusqu'à quelle heure on a cours. Donc, 2h10, un truc du genre. Je vais arrêter le partage d'écran. Enfin, est-ce qu'il y a des questions avant de l'enlever complètement, ce partage d'écran? Oui, monsieur. Oui. Le Yann ici. Je me demandais si, pour qu'on calcule l'efficacité pour l'efficacité thermique pour le travail max,
Attends, tu permets 2 secondes, je vais pisser, je vais pisser pas taux de compression, je vais pisser moins, d'accord? Et j'arrive, ça va? Voilà. Allô, hein? Voilà, je suis là. Est-ce que tout le monde est encore là? Oui. Allô? Tout le monde est là? Alors, il y a une question, c'est qui? Logan. Logan, ok, je t'écoute, Logan. Quand vous avez dit pour calculer l'efficacité thermique pour le travail max fourni, est-ce que c'est valable pour le taux de compressibilité donné par Je comprends rien à ta question. Quand on a quoi? quand on calcule l'efficacité thermique ou pour avoir le travail max? Est-ce que c'est valable pour le cycle de Joule, pour le taux de compressibilité pour lequel il y a l'efficacité? On a calculé une efficacité ici, celle-ci, hein, celle qui est à l'écran. L'efficacité qu'on a calculée, c'est l'efficacité qui correspondra à celle qu'on obtient lorsque l'on a un travail maximum. Pour un taux de compression particulier, celui-ci. Et on peut le comparer à l'efficacité du cycle de Joule pour ce taux de compressibilité-là. On ne la compare pas. C'est un taux de compression, tu as pour chaque taux de compression, tu as une efficacité. Donc ici, pour chaque taux de compression, j'ai une courbe ici de l'efficacité du cycle de Joule. À ce taux de compression-là, j'ai cette efficacité-là. À ce taux de compression-là, j'ai une autre efficacité. Et donc moi, ce que j'ai calculé, c'est juste l'efficacité que j'aurai pour le taux de compression, qui correspond à l'efficacité maximale. Donc ça va, d'accord. Ça va? Maintenant, si je suis à un taux de compression plus bas, ben, j'ai une efficacité qui est autre. Mais par contre, le travail, celle-ci ne change pas. Je me donne un taux de compression, je peux calculer le travail que j'aurai. Mais l'efficacité ne sera pas l'efficacité qui est donnée ici. C'est l'efficacité qui correspond, celle que j'ai donnée ici, y arriver, cette efficacité ici, c'est l'efficacité qui correspond pour ce taux de compression-là. Ça répond à la question? Oui, c'est ça que je voulais savoir. OK? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions.